Bonjour et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce tutoriel à l'occasion de la Social Change autour de la question de la responsabilité sociétale du recruteur. Je suis Marie-André Joulin, je suis consultante relations entreprises en Pays de la Loire et plus particulièrement basée à Nantes. Alors j'ai imaginé ce tuto comme ayant pour objectif d'apporter des bonnes pratiques aux recruteurs dans les 5 domaines de la RSE, à savoir l'impact territorial, l'impact social au travers de la qualité de vie au travail, l'impact sur l'économie, l'environnement bien évidemment, et puis également la gouvernance. Commençons par le premier domaine d'action, le domaine de la qualité de vie au travail. Comment le recruteur peut, dans ses missions, être attentif à ce domaine-là? La première chose qui va être importante, c'est qu'il soit tout à fait au fait des facteurs d'attractivité de son entreprise. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une période de recrutement où le marché est très tendu, où on a parfois du mal à recruter ses candidats. Et donc, ça veut dire que les candidats, ils ont le choix de leur employeur et il y a une certaine concurrence, on va dire, employeur qui fait qu'on ne va pas pouvoir les recruter ou les attirer sur la seule base des missions à accomplir, mais aussi sur l'environnement dans lequel ils vont travailler. Les facteurs de qualité de vie au travail constituent des facteurs d'attractivité et donc c'est de la matière que le recruteur va pouvoir utiliser pour attirer les bons candidats. Le deuxième point important dans le domaine de la qualité de vie au travail, ça va être aussi la qualité de vie du candidat. C'est-à-dire quel est le processus de recrutement par lequel on va le faire passer et sommes-nous transparents sur ce processus? On sait que ça fait partie des attentes des candidats, d'avoir de la transparence sur le processus de recrutement pour savoir un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés tout au long de ce processus. Bien évidemment, toujours dans le sens du respect du candidat, le recruteur sera attentif aux pratiques non discriminantes. On verra qu'il peut communiquer là-dessus en vue d'un recrutement qui se fait le plus possible dans la diversité. Alors concrètement, en termes de communication, par quoi ça peut se traduire? Je vous donne un exemple. Donc ça, c'est tout à fait une phrase qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une offre d'emploi. Pourquoi nous rejoindre? Chez nous, vous pourrez continuer à développer vos compétences, contribuer aux innovations grâce à notre mode de management participatif. Voilà un exemple. Autre exemple, nous favorisons votre équilibre vie perso-vie pro en vous proposant un jour de télétravail par semaine. Donc on est bien là dans le champ de la communication. J'apporte un petit préalable. Évidemment, on ne peut écrire tout ça que si c'est réel, hein. Sinon, on va commencer par agir avant de communiquer. Deuxième point que l'on regarde ensemble, c'est comment le recruteur peut agir au niveau d'une gouvernance qui se veut responsable. La première chose, c'est qu'il va être attentif aux valeurs de l'entreprise. Donc, c'est important qu'il soit au fait, qu'il soit à l'aise avec à la fois les actions qui sont menées dans ce sens et qui incarnent les valeurs, et puis bien évidemment le vocabulaire qui est associé autour de ces valeurs pour mettre en avant le sens, en fait. Le sens au travail, on sait que ça fait partie de ce que les candidats recherchent aussi dans la recherche de leur futur employeur. La deuxième chose à laquelle il va être attentif au niveau de la gouvernance, ça va être de proposer un processus de recrutement qui engage d'autres personnes que lui. Il ne sera pas seul dans le recrutement, mais il sera dans un recrutement qui se voudra le plus possible collégial. Alors, il ne s'agit pas non plus d'arriver avec des jurys complets, mais en tout cas, un recrutement collégial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, le manager sera impliqué dans le recrutement, mais pourquoi pas aussi un ou plusieurs collaborateurs de l'équipe, l'idée étant de partager la décision. On sait que dans le recrutement, on est pris dans nos biais cognitifs qui génèrent un certain nombre de préjugés. Le fait d'avoir une démarche collégiale permet de limiter l'impact des biais cognitifs. Troisième point intéressant également pour agir sur le domaine de la gouvernance quand on est recruteur, c'est le fait d'avoir une posture de business partner. C'est-à-dire que le recruteur doit être convaincu lui-même que la fonction recrutement dans l'entreprise, elle est stratégique. Et donc, il doit savoir aussi communiquer en direction de son comité de direction pour lui donner quelques indicateurs et faire en sorte que vraiment le recrutement participe en tout cas aux décisions stratégiques de l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples après. Ça va se traduire par ces fameux indicateurs, les KPI, les indicateurs clés de performance RH, voilà, qui sont pas souvent mis à l'honneur, on va dire, dans les politiques RH. Non pas que les recruteurs ne les aient pas, mais ils ne savent pas toujours bien communiquer dessus. Exemple concret, comment ça peut se traduire? Eh bien, alors là, je vous donne quelques exemples d'indicateurs clés de performance qui peuvent être mis en avant
bien sûr auprès des membres du CODIR, mais aussi sur son site internet, dans l'onglet recrutement ou nous rejoindre, ou dans l'onglet politique RH. Ça peut être de communiquer, de connaître et de communiquer sur quelle est la part des femmes et des hommes dans l'entreprise, d'une façon générale, mais aussi au poste à responsabilité, et de voir comment cette part, elle évolue vers davantage de mixité grâce à des pratiques de recrutement qui sont vertueuses. Ça peut être aussi d'être attentif à quel est le pourcentage de jurys qu'on a réussi à organiser comme étant mixtes. Donc, c'est les fameuses décisions collégiales dont je vous parlais tout à l'heure. Faire attention d'avoir un homme, une femme, quelqu'un de récent dans l'entreprise, quelqu'un de plus âgé. Bon, une certaine diversité au sein du jury. Et puis, autre indicateur qui peut être intéressant aussi, et là pour mettre en avant les coûts, parce que le recrutement, si je dis que c'est un axe stratégique, il s'agit aussi de coûts pour l'entreprise. Quel est le coût, par exemple, d'un poste non pourvu ? Quel est le coût du turnover ? Voilà des indicateurs qui peuvent être mis en avant par le recruteur. Je continue avec cette fois le domaine de l'impact environnemental, l'impact donc sur la planète. Alors bien évidemment, la première action à laquelle on peut penser, c'est comment faire en sorte que peut-être on introduise davantage d'étapes à distance dans notre processus de recrutement, donc en proposant notamment la visio, qui évite l'impact lié aux émissions de CO2 par le déplacement des recruteurs ou des candidats. Donc ça paraît assez évident. C'est la première chose. Alors, sans être nécessairement sur un recrutement qui se veut 100% à distance, quoique certaines entreprises le font. Le deuxième point intéressant, c'est de regarder dans quelle mesure j'ai une orientation durable de mon processus de recrutement, c'est-à-dire que le recruteur, il a à l'esprit que son vivier de candidats, il fait partie de son écosystème et que le candidat qu'il ne va pas recruter aujourd'hui, peut-être qu'il le recrutera demain. Donc, c'est comment faire en sorte de gérer ses ressources. Donc, on parle des ressources de la planète, mais je parle aussi des ressources humaines de façon durable. Et là, j'arrive au troisième point, en entretenant et en protégeant le vivier de candidats, en lui parlant régulièrement, en étant respectueux de qui il est. C'est une pratique en faveur également de l'environnement humain, en tout cas. Il va pouvoir également valoriser les pratiques de télétravail de l'entreprise, bien sûr parce qu'elles ont un impact environnemental qui est de limiter les émissions de CO2, mais c'est aussi, on est aussi dans le champ de ce que je vais appeler l'écologie personnelle, c'est-à-dire la recherche d'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et valoriser les pratiques de télétravail dans l'entreprise, premièrement, c'est proposer un facteur d'attractivité pour son emploi, en particulier quand on est dans une zone d'emploi qui peut être un peu excentrée, où on a du mal à faire venir les candidats. Et puis, bien sûr, deuxièmement, c'est être attentif aussi à l'équilibre et à la santé de ces salariés qui n'ont pas nécessairement le besoin de se déplacer tous les jours. Concrètement, en termes de communication, voilà des exemples qui peuvent être communiqués aux candidats. Pour limiter l'impact écologique de nos recrutements, le premier entretien se fera systématiquement en visio. Au second, votre billet de train, seconde classe, ou votre Blablacar sera pris en charge. Autre exemple, pour favoriser la relation avec nos candidats tout au long du processus, nous vous tiendrons informés du contenu de chacune des étapes, des délais et des décisions prises. Et un troisième exemple, prendre soin de soi, de sa famille et de sa planète, c'est important pour nous. Notre accord de télétravail vous favorise cela en vous proposant jusqu'à 2 jours par semaine de travail à domicile. Voilà des exemples de communication qui peuvent être faites, encore une fois, bien évidemment, sous réserve que cela soit réellement incarné dans l'entreprise. Je continue avec cette fois le domaine économie. Pour une économie responsable, comment le recruteur agit dans ce domaine par son action. La première chose qu'il doit bien connaître, avec lequel il doit être à l'aise, c'est vraiment l'utilité de l'activité. Quelle est l'utilité de l'activité ? Valoriser la raison d'être de l'entreprise. On sait que ça fait partie aussi des facteurs d'attractivité auxquels les candidats s'intéressent. Et donc, valoriser l'utilité de l'activité, c'est l'occasion de mettre en avant voilà notre activité et voilà ce qu'on est en train de faire évoluer pour limiter notre impact dans notre environnement. Deuxième point, c'est d'agir avec déontologie.
Alors, on l'a déjà vu, mais en fait, on va aller vers vraiment ce qu'on appelle un rapport de force candidat-recruteur équilibré. On sait que dans certaines pratiques qui ne sont pas très bonnes, hein, le recruteur peut exercer une forme de pouvoir sur le candidat pour obtenir ce qu'il veut, de par le fait que c'est lui qui détient, entre guillemets, la possibilité d'accorder ou pas un emploi. On n'est pas du tout dans ces pratiques-là avec un recruteur responsable et engagé, mais on va être plutôt sur une pratique qui va chercher le gagnant-gagnant avec le candidat. Troisième point intéressant, c'est le fait de respecter la réglementation sociale. Alors, évidemment, la première chose, c'est le respect du candidat. Mais derrière le respect du candidat, le Code du travail a établi un certain nombre d'obligations pour l'entreprise. Et dans le respect de la réglementation sociale, on va trouver par exemple la non-discrimination, mais aussi toutes les lois du Code du travail qui protègent le candidat et demain le futur collaborateur. Quatrième idée de bonne pratique, il va encourager le fait de travailler avec des partenaires recrutement. Hein, s'il sous-traite par exemple certains de ses recrutements à un cabinet, il va encourager le fait de travailler avec des partenaires qui eux-mêmes s'engagent dans des pratiques non discriminantes. Je vais y venir tout de suite. Concrètement, voilà un exemple de philosophie RH qui peut être clairement énoncé, hein, encore une fois sous réserve évidemment que ça soit vrai. Nous nous formons régulièrement au recrutement pour garantir une démarche non discriminante à l'égard de nos candidats potentiels. Nous sommes attentifs à recruter sur la base des compétences et rien que des compétences. Formation des managers, jury de recrutement mixte, décision collégiale. Voilà, c'est l'occasion de rappeler ces bonnes pratiques. Je fais juste une petite parenthèse. J'en profite pour rappeler que les entreprises de plus de 300 salariés doivent obligatoirement, au moins une fois tous les 5 ans, former leurs recruteurs aux pratiques non discriminantes. Autre exemple, l'entreprise peut aussi le recruteur peut tout à fait mettre en avant le fait que nous choisissons de travailler avec des partenaires qui respectent nos valeurs, par exemple l'APEC, par exemple des cabinets de recrutement qui se forment et qui s'engagent à recruter à compétences égales et donc sans discrimination. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub pour cette association qui s'appelle À compétences égales, auquel les cabinets de recrutement peuvent adhérer. Elles s'engagent au travers d'une charte à avoir des pratiques de recrutement vertueuses. Je termine avec l'impact territorial, comment le recruteur engagé, responsable, agit également sur son territoire par ses pratiques. Ça va être son implication dans les réseaux locaux. On sait que sur les territoires, et alors j'insiste encore plus en ce moment où effectivement on voit bien que les difficultés de recrutement amènent les entreprises à aller chercher des solutions aussi dans ces fameux partenariats. C'est comment j'instaure des partenariats avec les acteurs de l'emploi sur mon territoire, avec les écoles également. Et je peux aussi tout à fait mettre en avant le fait que nous sommes une entreprise qui est engagée sur son territoire, qui est dans un certain nombre de réseaux et que ça peut venir servir à un moment donné l'ensemble des intérêts de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir mettre en avant en tant que recruteur que nous contribuons en tant qu'entreprise à l'insertion des personnes en difficulté. Donc c'est une façon de dire, voilà, on est attentif aux politiques de l'emploi, recruter des jeunes, recruter des stagiaires, y compris des stagiaires de 3e pour leur permettre d'accéder à une connaissance de l'entreprise en vue de choisir une orientation professionnelle. Ensuite, accueillir des stagiaires, des alternants pour, bien sûr, nos besoins de recrutement à venir, mais aussi pour contribuer à la formation des jeunes. Accueillir également des seniors, montrer qu'on recrute sans discriminer par l'âge, qui est quand même le premier facteur de discrimination. Et puis également, on recrute des personnes reconnues travailleurs handicapés. Troisième et dernier point, alors sans doute pas le seul, mais bon, en tout cas ceux que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui, c'est la valorisation du cadre de vie, c'est-à-dire comment notre entreprise, sur le territoire dans lequel elle est, pourquoi le cadre de vie de notre entreprise est intéressant pour un collaborateur. Donc là, il s'agit de mettre en avant vraiment le territoire. Et puis également, comment on valorise, comment on met en avant le lien social entre les salariés. Je vous donne des exemples concrets également sur ce 5e domaine, exemple d'engagement donc dans le cadre d'une politique de recrutement RSE. Nous mettons nos réseaux à disposition des nouveaux collaborateurs pour favoriser leur implantation durable, par l'aide à l'emploi du conjoint, par la recherche d'une école pour les enfants, ça peut être aussi l'aide à la recherche d'un logement, le covoiturage, etc. Autre exemple, parce que favoriser les liens avec vos collègues est essentiel pour nous,
nous mettons à votre disposition une salle de restauration, une salle de pause. Donc voilà aussi le genre de communication qu'on peut mettre en avant en tant que recruteur. Voilà, j'ai passé en revue les 5 domaines d'action. En conclusion, ce que je voudrais vous dire peut-être pour terminer ce tuto, c'est que le recruteur doit agir en conscience de la RSE à toutes les étapes du recrutement. La RSE n'est pas quelque chose d'abstrait qui est à côté, mais elle vient vraiment guider chacune de ces pratiques à partir de l'analyse du besoin qui doit vraiment se faire avec le manager, voire avec les collaborateurs de l'équipe, en passant par la communication, j'en ai beaucoup parlé, le sourcing, l'évaluation des candidats, et puis jusqu'à la décision et enfin l'intégration dans l'entreprise. Voilà, comment on est responsable et engagé sur ces différentes étapes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé peut-être à élargir vos bonnes pratiques. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bons recrutements engagés et responsables. Merci.